Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le jeudi 26 février 2026, épisode 586, et nous avons au programme le groupe cybercriminel Scattered Lapsus Hunter qui recrute activement des femmes pour renforcer ses opérations de social engineering visant les helpdesk IT, avec des rémunérations allant jusqu'à $1000 par appel. Microsoft alerte sur une campagne coordonnée ciblant des développeurs via de faux dépôts Next.js piégés. Le service de phishing as a services Startkiller permet désormais de charger dynamiquement les véritables pages de connexion des marques ciblées et d'intercepter en temps réel identifiants, code MFA et tokens de session via un mécanisme de reverse proxy. Côté avis du CERT-FR, on a 3 publications à signaler. Un premier avis concernant VMware, le second qui concerne l'extension PG Vector de PostgreSQL, et enfin un dernier avis sur Centrion Web et Centrion OpenTicket. Le groupe cybercriminel Scattered Lapsus Hunter, également désigné sous l'acronyme SLSH, cherche activement à recruter des femmes pour renforcer l'efficacité de ses opérations de social engineering. Selon des publications repérées par Datamine sur Telegram, datées du 22 février, le groupe propose des rémunérations allant de 500 à $1000 par appel, indexées sur le taux de réussite. Les candidates sont invitées à contacter le compte support du groupe, où elles seront soumises à une série de questions avant d'être acceptées. Une fois recrutées, elles recevront un script d'appel prédéfini. La cible principale reste identique au mode opérateur habituel de SLSH, les helpdesk IT. L'objectif est d'amener les opérateurs à communiquer des credentials permettant un accès initial au réseau de l'organisation visée. Le groupe lié à l'écosystème Scattered Spider est déjà reconnu pour des tactiques de social engineering qualifiées de sophistiquées et hautement efficaces par les experts ayant analysé leurs appels. D'après Janet Miller-Osborne, de Feld Cyber Intelligence Officer chez Datamine, cette campagne de recrutement constitue une évolution calculée. En ciblant spécifiquement des voix féminines, SLSH chercherait à contourner les profils d'attaquants traditionnels que le personnel des helpdesk pourrait être entraîné à identifier. Alors c'est une initiative qui s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large de crowdsourcing criminel. En octobre dernier, le même groupe avait proposé de payer $10 en bitcoin à quiconque accepterait de harceler des dirigeants d'entreprises visés par cette tentative d'extorsion. Microsoft alerte sur une campagne coordonnée ciblant les développeurs via de faux dépôts Next.js, déguisés en projet légitime ou en exercice technique d'entretien d'embauche. Selon le rapport publié cette semaine par le Microsoft Defender Security Research Team, l'objectif est d'amener les victimes à exécuter du code malveillant et d'établir un accès persistant aux machines compromises. 3 vecteurs d'exécution distincts ont été identifiés. Le premier va exploiter l'automatisation des workspaces Visual Studio Code via le trigger Run on Folder Open, déclenchant du code malveillant dès l'ouverture du projet. Le deuxième s'active lors du build via le npm rundev, à travers une bibliothèque JavaScript modifiée imitant le jQuery.min.js. Le troisième se déclenche au démarrage du back-end, exfiltrant les variables d'environnement du processus vers un serveur externe avant d'exécuter du code reçu en réponse. Ces 3 méthodes convergent vers un main payload JavaScript exécuté in memory, suivi d'un contrôleur de seconde étape assurant la persistance, la réception des tâches depuis un serveur C2 distinct et l'exécution sans écriture sur le disque. Et d'après Abstract Security, une évolution tactique a été observée avant l'utilisation de GitHub Gist et de raccourcis d'URL en remplaçant des domaines Vercel pour le staging. Un package NPM malveillant nommé slint validator a également été identifié distribuant le malware Behavior Tile via Google Drive. Red Asgard a par ailleurs documenté l'utilisation de la blockchain Polygon pour stocker du JavaScript dans un NFT contract, renforçant la résilience de l'infrastructure. La payload finale est un stealer d'informations ciblant navigateur, cryptocurrency wallet et gestionnaire de mots de passe. Bien que Microsoft n'attribue pas formellement la campagne, les tactiques s'alignent avec l'opération Contagious Interview liée à des acteurs nord-coréens. C'est clairement le même mode opératoire. GitLab a confirmé avoir banni 131 comptes quand même, impliqués dans cette campagne,
Et dans le schéma Wagon-Mall, révélant l'existence d'une cellule structurée ayant généré plus de 1,64 million de dollars entre le premier trimestre 2022 et le troisième trimestre 2025. Bref, c'est rien de nouveau, on est toujours sur la même chose. On va faire travailler des développeurs, on va essayer de leur voler leur crypto, de la crypto-monnaie, etc., etc. Mais surtout, on constate que quelque chose qui a fonctionné, eh ben, on va le réutiliser. Mais de là à dire que ce sont encore des Nord-Coréens, ça c'est quelque chose que je n'irai pas. Brian Kretz revient sur un service de phishing as a services baptisé Starkiller qui permet désormais de charger dynamiquement les véritables pages de connexion des marques ciblées et d'agir comme un reverse proxy entre la victime et le site légitime. Selon une analyse publiée par Abnormal AI, le service intercepte en temps réel, et c'est ça qui est vraiment assez impressionnant, les identifiants, les mots de passe, les codes MFA et tous les tokens de session. Le fonctionnement repose sur un conteneur Docker exécutant une instance headless de Chrome qui va chercher la page de connexion authentique du service visé, que ce soit du Microsoft, de l'Apple, du Google ou du Facebook notamment, et le conteneur agit ensuite en man in the middle, relayant les saisies de l'utilisateur vers le site légitime et renvoyant les réponses. Chaque frappe clavier, soumission de formulaire et token de session transite par l'infrastructure de l'attaquant et elle est enregistrée. D'après les chercheurs Kali Baron et Piotr Wojtyla d'Abnormal AI, la plateforme offre un monitoring de session en temps réel avec une diffusion directe de l'écran de la cible. Elle intègre également un keylogger, du vol de cookies et de session token, le géotracking des cibles et des alertes automatisées via Telegram à chaque réception de credential, et il y a un tableau de bord Analytics qui fournit des taux de conversion et des statistiques de campagne. Bref, il faut savoir que le mécanisme de masquage des URL exploite une technique connue, l'insertion d'un arrobase dans le lien faisant apparaître le domaine légitime avant le caractère @. C'est hyper facile, c'est quelque chose qu'on a vu il y a déjà une dizaine d'années, ça revient de nouveau. On va juste se jouer sur des sites qui faisaient du typo squatting, on le voyait aussi. Bon, c'est un service qui va proposer aussi l'intégration de raccourcis d'URL. Et Startkiller est opéré par un groupe se désignant sous le nom de Jinkuzu, qui maintient un forum actif pour ses clients. Abnormal AI souligne que ce service neutralise efficacement les protections MFA en relayant l'intégrité du flux d'authentification et y contourne les méthodes traditionnelles de détection comme le domain block listing ou l'analyse de pages statiques. C'est vrai que je vois encore beaucoup de ciseaux qui viennent me voir et qui me disent Marc, on met de la double MFA et on est safe. Non, non, on n'est pas safe. Hein. La double MFA, c'est quelque chose d'indispensable, mais c'est pas le vaccin, quoi. C'est juste le médicament qui vous permet de ne pas crever tout de suite, mais que vous ayez de la double MFA ou pas double MFA, le seul avantage de la double MFA, vous allez résister un peu plus longtemps. Mais par rapport à Starkiller, bah, ta double MFA, tu t'assois dessus. Hein. Ils prennent tout, les gars. Hyper passionnant. Lisez l'article. Si vous avez la possibilité d'avoir le rapport d'Abnormal AI, c'est vraiment de très très bon niveau. Et ça démontre qu'il faut empiler des solutions de sécurité. Il n'y a pas la solution magique. Ça, c'est malheureusement, on leur vient. Mais surtout, on se rend compte que même si on a des faiblesses par rapport à notre défense, grâce à ces analyses, on peut tout de suite mettre en place des patterns pour savoir, entre guillemets, à quel moment quelqu'un est en train de les utiliser. Bref, passionnant. Ça fait du bien de lire des trucs comme ça de temps en temps. Alors, le CERT-FR a publié le 26 février plusieurs avis. Je vais commencer par le premier. L'avis du CERT-FR 2026 AVI 218 qui signale de multiples vulnérabilités dans les produits VMware. Alors, l'avis, il est quand même velu. Il s'appuie sur plus de 30 bulletins de sécurité émis par Broadcom entre le 25 et le 26, donc entre hier et aujourd'hui. Ça couvre un périmètre étendu de pas mal de produits de VMware. Les systèmes affectés vont inclure VMware Workstation et Fusion dans leur version antérieure à la 25H2U1, plusieurs composants de l'écosystème Tanzu, notamment les plateformes services, Tanzu Hub, Tanzu pour Postgres sur les branches 14 à 18, ainsi que Tanzu pour Postgres sur Kubernetes, et les Steam Cells pour Ubuntu Jami, Ubuntu Noble et Windows. Les risques identifiés sont le déni de service à distance, l'atteinte à la confidentialité des données et le contournement de la politique de sécurité.
Le volume de saveurs référencés dans cet avis est particulièrement important. Ça couvre des vulnérabilités qui vont de 2001, oui vous avez bien lu, 2001 à 2026, ce qui reflète une mise à jour vraiment massive de composants tiers embarqués de ces produits. Tous les correctifs sont disponibles via les bulletins de sécurité de l'éditeur. Bref, vous l'aurez compris. Si vous utilisez du Broadcom, on patch. Et pas d'excuses. Un second avis du CERT-FR, c'est l'avis CERT-FR 2026 AVI 216. Il concerne une vulnérabilité dans l'extension PGVector de PostgreSQL, référencée sous la CVE 2026 3172. C'est une faille qui va affecter les versions de PGVector antérieures à la 0.8.2. Elle permet à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, ainsi qu'une atteinte à la confidentialité des données. Le correctif est bien entendu disponible dans la version 0.8.2, dont la sortie a été annoncée par le projet Postgres aujourd'hui, le 26 février. Et enfin, on termine par le troisième avis du CERT-FR, le CERT-FR 2026 AVI 212, qui porte sur de multiples vulnérabilités dans les produits Centréon. Il y a 5 bulletins de sécurité qui ont été émis par l'éditeur hier, le 25, dont une de sévérité critique. Les composants affectés sont Centréon Web et Centréon OpenTicket sur les branches 24.04, 24.10 et 25.10. Les risques identifiés incluent l'exécution de codes arbitraires à distance, l'injection SQL, l'atteinte à la confidentialité et l'atteinte à l'intégrité des données. Il y a 5 CVE qui sont associés à ces vulnérabilités. Ça va de la CVE 2025 12523 et CVE 2025 13050 de sévérité moyenne. On a la 2026 2751 de sévérité haute, la 2026 2750 de sévérité critique et la CVE 2026 2749 qui est également référencée. Les versions correctives sont Centréon Web 24.04.25, la 24.10.21 et la 25.10.9, ainsi que Centréon OpenTicket 24.04.7, 24.10.8 et 25.10.3. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort. Nous sommes disponibles sur l'ensemble des plateformes type Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens qui ont permis de faire cet épisode sont disponibles sur le site de radiocessort.org ainsi que dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous et à demain pour de nouvelles aventures.